Recording is on. Salut à tous, c'est Pognascheno, bienvenue sur cette vidéo qui continue notre cheminement sur la méthode Silva, le sport, on va dire plutôt la préparation mentale. On a déjà vu pas mal de petits éléments, là on était arrivé sur la différence parfois entre simplement aller dans un état qui vous permettra juste de vous recentrer et d'être bien, qui pour quelqu'un qui fait une préparation mentale, que ce soit pour un événement sportif, un événement privé, un événement professionnel, est essentiel. Parfois, sans même programmer quoi que ce soit, juste vous dire, je me focalise, je me recentre, je me retrouve, je suis en phase, je suis aligné, qu'importe la sémantique que vous avez utilisée, mais cette notion-là, avant de monter sur scène, avant de commencer un match, avant d'aller à votre entretien, c'est hyper important. Vous savez que vous avez les 3 doigts qui vous aideront à ça. Alors là, c'est toujours intéressant. C'est un ancrage qui est fort, qui vous permet de rentrer en alpha facilement, ou en tout cas à votre niveau le mieux possible. Pour les hypnotistes, en fonction de ce que vous avez ancré, les PNListes, pareil, hein, c'est hyper important que vous puissiez l'exploiter. Au niveau du sport, ce que je voulais reprendre après, bon, c'était, je m'étais arrêté, oui, sur la notion de meilleur moment pour se programmer. Ça, j'avais trouvé que c'était intéressant. Il reparlait du coach mental. Donc, là, on en a déjà parlé. C'est ce principe, pour moi, d'exploiter ses conseillers ou, ce que Lee avait dit la dernière fois, inviter quelqu'un. On revient sur ce principe de motivation. Ce que j'aime bien, c'est que là, Ed insiste sur le principe de dire faites vraiment en sorte que la personne soit en train de vous motiver. Genre, allez, vas-y, tu peux y arriver. J'ai trouvé que c'était sympa parce qu'il mettait vraiment une dynamique dans la notion du coach mental. C'est pas le coach zen, hein. C'est pas celui qui arrive en mode oui, je vais te dire ça. C'est vraiment le coach tel qu'on aimerait l'avoir. Alors, quand on fait du sport, on aime certains types de coachs. Moi, par exemple, je suis un coach. J'ai des vidéos de moi sur Internet où les copains se foutent de ma gueule parce que moi, je crie sur mes élèves, mais un truc de fou. Parce que pour moi, je combats en même temps qu'eux. Donc, je suis en train de crier. Tout le monde sait que je suis là quand je suis dans le gymnase parce que je crie comme un taré. En même temps, moi, si tu me coaches comme ça, j'aime pas. Moi, il faut au contraire que tu me dises, Pank, fais ça. Ok, détends-toi. Si tu me cries dessus, je vais te regarder, je vais dire non, mais tu crois que je le fais pas? Non, tu crois que je suis en train de faire quoi là? Donc, je gueule sur mon coach, ce qui n'est pas une bonne idée. Donc, c'est important dans votre coach mental d'avoir un coach qui correspond à ce que vous avez besoin. Toi, il serait comment? Il est comment ton coach mental quand tu l'utilises? T'en as un coach mental? Mon coach mental. Ouais, le tien. Mais j'ai mes conseillers. En fait, j'appelle les invités, c'est vrai, pas tellement pour coaching, mais pour une info, quand j'ai besoin d'une idée, une inspiration, etc. Et là, j'ai José, j'ai Bert, j'ai Michael. Oups. Ah oui, ce sont tous ou bien je peux aussi avoir des gens vivants. Mais pour mes conseillers, ce sont, dans le sens de coach, c'est eux toujours qui m'aident à me calmer, ne pas me faire des soucis. Et ça, c'est pas simplement ce qu'ils me disent, c'est leur énergie. Simplement être dans leur énergie, il y a un sens, on rayonne un peu de calme, de bien-être, tout va bien, tous les soucis, ça va pas durer, on va trouver une solution. Et c'est ça dont j'ai besoin. Donc, je suppose qu'on pourrait dire que ce sont des coachs. Oui. Et est-ce que, tu vois, là, dans ce que tu viens de me dire, ce qui me revient en tête, c'est que c'est un travail, donc, la symbolique, c'est un coach, les guides, les conseillers, mais là, tu es en même temps dans un self-talk qui est très positif. Tu es dans un self-talk, un dialogue intérieur qui est très, très positif. Tout à fait. C'est intéressant. En fait, D'accord. À ton avis, si on reprend, tu vois, l'attention qu'on a portée à notre sémantique, la notion dont les coachs vont parler, donc on est bien d'accord que des coachs, pardon, les conseillers / coachs peuvent parler. On sait très bien que c'est une partie de nous, hein, on est toujours OK. Mais c'est assez intéressant là, ce que tu es en train de dire, parce que pour moi, tu es en train de donner un flot d'informations, un flot de sémantique, un flot de communication intérieure qui, dès lors, est beaucoup plus positif, apaisé, évolutif, qui va te dire, OK, là, t'inquiète,
détends-toi, la solution va arriver, on va mettre en sorte les choses. Ce qui fait qu'à la place d'avoir des spams, entre guillemets, de mauvaises pensées ou de choses négatives ou de dialogue à se dire je ne suis pas capable de, etc., ça on le met à la corbeille et puis on regarde juste les bons mails, les bons éléments qui vont nous permettre de construire. C'est intéressant, plus tu te connectes. Alors, ouais, non, ma question c'est ça. Est-ce que tu as l'impression que plus tu te connectes à tes conseillers, moins tu as de dialogue négatif? Oh, absolument. Ouais. Oui, parce qu'eux ne me donnent jamais un dialogue négatif. Mais quand je suis dans le laboratoire, et c'est comme si mes conseillers me le disent, je n'ai pas l'impression que je m'efforce à donner des suggestions positives. Mais dans une ambiance de bien-être. Et c'est normal qu'ils disent des choses positives, mais c'est toute leur présence, leur énergie et tout cela. Mais tu vois, ça c'est quoi? Là, en fait, ce que je suis en train de penser, c'est que vu que c'est difficile de faire deux choses à la fois, à partir du moment où tu vas dire à quelqu'un qui, par exemple, a des pensées négatives, un petit peu, qui a des phases dépressives, ou qui est pas bien, ou qui est tout le temps en train de se flageller de mots pas chouettes, dire à la personne, OK, pas de problème, continue si tu as envie. Maintenant, ce que je vais te demander, c'est qu'à chaque fois que tu commences à te dire ça, tu te mets à niveau, tu vas dans ton labo et tu vas juste parler à tes conseillers. Vu que tes conseillers, c'est les génies, les gens positifs, les personnes vraiment à haut potentiel pour toi, logiquement, ils ne vont pas te critiquer, te pourrir, etc. Et le fait, je me dis, de se concentrer sur ce dialogue-là, vu qu'on ne peut pas faire deux choses à la fois, difficilement, logiquement, ça devrait amenuiser ou diminuer le dialogue négatif qui arrive à côté, la petite voix galère. Parce qu'on demande en gros de se connecter à une autre voix, mais par quelque chose qui est proactif, pas quelque chose à se dire je veux juste avoir des belles pensées. C'est vraiment j'y vais et je me connecte. Je me dis que c'est un bon moyen, peut-être, hein, en tout cas une belle hypothèse pour apaiser des personnes qui sont justement dans un dialogue négatif, à toujours se dire du mal et se dire bah non, à chaque fois que j'ai ça, et ça va me prendre peut-être du temps, mais pendant ce temps-là, au moins tu commences à éviter de te dire des sales trucs, tu descends et puis tu vas aller communiquer. Alors à la limite, tu peux créer une salle de dialogue avec ou je sais pas quoi dans ton labo où tu vas communiquer et juste prendre du temps à écouter, à communiquer. 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure, on revient toujours sur les mêmes temps. Après, si tes mauvaises pensées elles reviennent, mais au moins pendant ce laps de temps-là, tu peux pas te pourrir toi-même. Et ça peut être intéressant. Je trouve que tu vois la manière dont tu l'apportes, en tout cas toi quand tu en parles, parce qu'effectivement, au départ, quand on n'a pas trop l'habitude, tu vas créer le dialogue, tu fais parler tes conseillers, mais avec le temps, vu que tu sais que tu as créé une espèce de pattern, donc de modèle et de schéma automatisé, tu vas avoir un ensemble d'éléments dans ce dialogue qui devient spontanément. Et alors c'est comme tout, hein, vous savez faire du vélo, donc maintenant il y a de l'inertie et ça joue avec. Et là-dessus, vous allez pouvoir vous focaliser sur ça, c'est votre tâche à faire, c'est votre projet, c'est votre objectif. Et dès lors, il y a de fortes chances que ça diminue le côté anxiogène du discours qu'on peut avoir à côté. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais tu vois, ça me venait comme ça dans la manière dont toi, tu le proposes. Tout à fait, tout à fait. Parce que si on est à un niveau extérieur, bêta, on a l'impression qu'on s'efforce. Il faut que je me dise mes affirmations, il ne faut pas que je me dise ça, il faut que je dise quelque chose de positif. Donc là, c'est beaucoup plus naturel. Et ça a déjà été créé comme un espace de positivité, de ressources, de bien-être, que tout ce que je me dis à ce moment-là, c'est automatiquement dans le sens positif. Ouais, ça peut être très intéressant. Donc, s'il y a des personnes qui ont un self-talk, un dialogue interne un peu négatif, ou vous sentez sur des phases un petit peu pas terribles en ce moment, avec beaucoup de dialogues qui ne vont pas dans un sens, n'hésitez pas à tester ça. Allez à niveau, descendez sur votre labo, conseiller, dialoguer. Et amusez-vous juste au départ à le faire 5 minutes. Et voyez quel état d'esprit vous avez déjà en ressortant. Et est-ce que pendant ce laps de temps-là, la voix pas cool ou la sémantique ou l'autocritique a diminué, même si elle chuchote, on s'en fiche, vous êtes là connecté à quelque chose d'autre. Et vu que vous êtes proactif, à mon avis, ça va faire ce qu'on appelle en hypnose une rupture de pattern, donc casser un schéma qui commençait à se nourrir, à s'auto-nourrir, et ça va donner dès lors quelque chose de plus constructif. On va peut-être pas dire forcément toujours positif, mais constructif pour vous à ce moment-là. N'hésitez pas à faire un feedback par rapport à ça. Tu sais à quoi je pensais aussi quand on parlait du mental coach. C'est parce que là, je viens de me taper quand même 15 jours de PNL avec Deals. C'est que eux, en PNL, ils parlent des states. Donc,
Pour les hypnotistes, c'est ce que j'expliquais aux hypnotistes, les states, c'est les trans, d'accord? C'est les états. Donc, les states, c'est des états. Donc, les états sont des états psycho-émotionnels, d'accord? À la base, on pourrait même dire c'est des états psycho-physio-émotionnels. J'associe, c'est un ancrage, c'est comme un 3 doigts que j'associe à mon corps. Sauf que eux, ils sont beaucoup en mouvement. Donc, on revient à un petit peu le miroir de l'esprit quand on dit vous allez dans le miroir blanc et vous commencez à vivre, ressentir, percevoir, etc., etc. Le enhancement que j'ai eu tellement de mal que j'ai bien capté il y a 2 semaines ou 3 semaines avec toi. J'augmente et je vis les choses. Alors, eux, ils sont à fond là-dedans. Eux, c'est que ça. Hein, alors là, je parle de NLP2, c'est-à-dire que c'est la 2e et 3e génération de PNListes, à la différence de la NLP classique qui a été développée par Ben Lorgander. La NLP2, il y a un côté un petit peu plus en rapport avec le corps et beaucoup une recherche d'état, moins une notion de communication avec l'autre, mais une recherche d'état. Et tu vois, le mental coach, le coach mental, eux, ils ont ce qu'ils appellent un coach state. Mais en fait, tu peux avoir un state de ce que tu veux. Tu peux être je sais pas, un salaryman state, tu peux avoir un winner state, tu peux avoir ce que tu veux state, et ils le mettent en opposition au crash state. Alors pour nous, c'est dur à dire. Parce que moi, j'ai toujours envie de dire un crash test, mais non, c'est un crash state. Donc, ils font une différence. Il y a l'état crash, où tu t'es crashé complètement, tu n'y arrives pas, et tu as l'état coach, qui est un état qui est positif. Et ce qui est assez intéressant, c'est que, en fait, ils demandent tout le temps, tu te lèves, tu respires un peu, donc tu te mets en alpha, et tu vas trouver l'ensemble des éléments qui t'amènent à ressentir l'état positif. On revient à ce vers quoi tu veux aller ou ce que tu as déjà vécu, miroir blanc en réalité. Et tu vas avancer, faire un pas, ou en général, si tu fais un pas, et tu plonges dedans. Tu vas prendre cet état. Et tu te laisses habiter par l'état ou tu habites l'état. Ça dépend comment tu vas voir le truc. Et à partir de là, eux, ils font tout leur boulot à partir de cette prise, à ce mouvement, et j'aime bien le côté du mouvement, d'action dans leur transe pour commencer à aller dans une démarche active. Et pour des gens qui font justement une préparation mentale, cette notion de te dire à chaque fois, bon, les gars, vous êtes ici, hop, tu respires bien, ok, là, tu te sens pas très bien, tu sais que devant toi, c'est ton état coach, tu te mets en alpha, ok, il est là, et maintenant, je veux que tu vois bien et que tu projettes bien comment c'est. Donc, tu prends un instant pour voir ce que c'est le coach state pour toi, ou celui qui a confiance, celui qui est en phase, etc. Tu sens que toi, tu es un peu mou, mais au moins, tu es en transe. Et dès que tu es bien, tu respires et tu rentres dedans. Et tu l'habites. Tu vois, c'est comme si on rentrait dans notre miroir. Hein, tu l'habites. Qu'est-ce qui a changé? Comment tu te sens? Est-ce que ta voix a changé? Est-ce que ta posture a changé? Et cette notion-là, elle est très connue en PNL. Mais alors, eux, ils l'exploitent à fond. Et on revient à ce qu'on a dans la méthode Silva, qui est de la modélisation, qui est tout ce cheminement de modification d'état pour rentrer dans un état avec un mouvement et en le visualisant, et là j'utilise bien le mot visualiser, on le visualise parce qu'on récupère des données qu'on a déjà vécues. On l'a déjà vécu, ce moment où on a confiance en soi, où on est bien, où on est prêt, on est chaud, c'est ça qu'on tente de faire. Et pour un sportif, pour quelqu'un qui prépare quelque chose mentalement, ça, je trouve que c'est très, 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 très fort et très bien, parce qu'en plus, on a une action physio qui nous permet d'être dedans. Tu l'avais déjà vu, j'imagine, ce travail en mouvement comme ça? Oui, j'ai fait beaucoup de ça avec Marie-Lou et même avec Robert Dilts aussi. J'ai fait un cours avec Robert Dilts. Logique. Et c'est vrai que Laura Silva utilise beaucoup ça en combinaison avec Silva parce qu'elle, quand elle fait le miroir d'esprit, ou bien ou le futur toi, ou n'importe, elle dit, tu imagines comme ça, tu es comme si tu es comme ça, maintenant, tu rentres dedans et tu deviens un avec. Et elle fait les mouvements elle-même. Et là, justement, elle a aussi fait elle-même beaucoup de NLP. Et donc, je crois qu'il a été inspiré d'utiliser ce concept de vraiment entrer dans l'état, comme si l'état devient un hologramme d'une personne qui est modèle. Exactement. Mais déjà, José Silva, longtemps avant qu'on avait parlé de PNL, il a eu le début de ça, je crois, quand il a parlé des points de référence.
Parce que si tu es dans un certain état et tu as du mal à sortir, rappelle-toi la dernière fois que tu étais réussi. Rappelle-toi et forme tous ces points de référence pour que tu peux le connecter et arriver à même état maintenant. Donc, je trouve que c'est intéressant comment ça a progressé de cette idée. Exactement. Je trouve que les points de référence, c'est l'équivalent pour les gens qui font PNL et hypnose aux ressources. Oui. Les ressources, c'est quoi? C'est l'ensemble des éléments que tu as déjà vécu et sur lesquels tu peux t'appuyer parce que tu l'as déjà vécu et donc factuellement, tu peux pas dire ouais, mais j'y arriverai pas. Bah si, la dernière fois, tu y arrivais. Ouais, mais mais tu y es déjà arrivé. Ça, tu peux pas le nier. La réalité, l'histoire, le temps, le truc, a figé ça. Donc, tu as cette ressource. Et ce qui est, en fait, c'est vrai, tu as raison. Hein. Mais on l'avait vu dans l'historique de la méthode. Hein. C'est presque le premier séminaire officiel, il était presque 79, il était presque 14 ans avant le 66, début. C'était le premier cours officiel Silva. Oui. Pardon. En 1966. Oui, c'est ça. Ouais, tu vois, moi, je m'étais avant qu'on avait même commencé à parler de PNL. C'est ça, parce que tu vois, j'étais en train de penser, le métagroupe, il s'est construit en 79. Donc, mais ils ont commencé vraiment à mettre en place les choses à partir de fin 79, début 80. Donc, tu vois, on est vraiment 14 ans avant où tu sens vraiment que il a eu des idées. Alors, bien sûr, hein, on avait vu un peu dans le côté historique le pourquoi du comment, les influences, etc. Mais c'est hyper intéressant de voir effectivement ce que nous, on a appelé ressources au fur et à mesure. Il faudrait que je revoie dans les bouquins, parce que là, en ce moment, je suis beaucoup dans les bouquins des années 70 de 60-70 d'hypnose, où là, je trouve vraiment il y a les meilleurs hypnotistes. Il faudrait que je vois si le mot ressource est beaucoup partagé ou pas. Parce que ouais, c'est intéressant que lui, il utilisait référence et que nous, on utilise davantage le mot ressource. Et encore que, tu vois, j'ai l'impression que le mot ressource est beaucoup développé avec la PNL. C'est pour ça que je me demande si sémantiquement parlant. Avant que j'avais fait PNL, j'utilisais très rarement le mot ressource. Ouais, c'est amusant. Donc voilà, c'est un élément. J'utilise même pour la thérapie des parties. Les parties sont les ressources. Donc... bien sûr. Oui. Et la thérapie des parties, ça date d'avant la PNL. Hein. Il y a Bendler qui a refait une thérapie des parties dans les années 80. Mais en fait, ça a été créé avant la thérapie des parties. Alors, qu'est-ce que je voulais dire? Bon, et l'état d'esprit, élément qu'on sait qui est particulièrement important dans le cheminement de la préparation mentale, l'état d'esprit. Si on reprend ce que vous n'aurez pas, parce qu'on en a parlé la semaine dernière, mais c'est la partie qui a été coupée, avoir un état d'esprit de gagnant, de réussite, de succès, de bonheur, de joie, c'est vraiment quelque chose qu'on peut travailler. Alors, je vais m'arrêter là sur le côté sportif parce que je veux juste commencer à ouvrir un élément que j'aimerais bien qu'on discute sur les semaines à venir avec Lee, qui est comment on peut exploiter la méthode pour les éducateurs. Quand je mets éducateurs, c'est parents, coach, prof, bien sûr, animateurs, tous ceux qui sont proches des jeunes, des enfants et des jeunes. Alors, moi, j'ai une passion pour l'accompagnement des ados parce que je trouve que c'est le futur. Et c'est là où, pour moi, il y a un vrai moment clé, l'adolescence, où il y a des décisions, il y a des choses, une manière d'être et de vivre qui peut énormément influencer le futur, le leur et le futur de la systémie du monde de façon générale, mais du système dans lequel ils sont. Donc, je trouve que le principe de l'éducateur, il est hyper important et je trouve que sur la méthode, il y a des très belles choses qui existent. Alors, je vous rappelle, historiquement, José, il a quand même testé énormément sur ses enfants pour voir un peu comment ça fonctionnait. Donc, il y a quand même une notion avec le travail sur les jeunes. Là, je vous reprends par rapport à un élément que j'ai trouvé très chouette dans le cours, qui était How to Guide Young Athletes. Ça, j'avais trouvé ça très cool. Alors, je vais vous lire vite fait le petit article parce que, sincèrement, je trouve que c'est sympa. Donc, un projet de recherche démontre la valeur de la répétition mentale. Une étude marquante menée par un diplômé Silva à New York, dans le truc de New York, fournit
Une démonstration impressionnante du pouvoir de la répétition mentale à Sylvester Athlete au niveau du cerveau alpha dans l'amélioration des performances physiques. Les jeunes qui se sont visualisés en train de jouer ont fait aussi bien que ceux qui se sont entraînés physiquement, et ceux qui ont passé la moitié de leur temps d'entraînement à visualiser et l'autre moitié à s'entraîner physiquement ont été les meilleurs de tous. Donc après, c'est décrit. Donc on revient sur ce qu'on disait la semaine passée avec Hector, qui était cette notion de visualisation pour le sport, pour les différentes choses. Ce que j'ai bien aimé, c'est que dans la vidéo, il y a une interview et c'est la coach qui en parle. Et la coach dit, moi, en fait, ce que je fais, c'est que je leur fais faire, bien sûr, le sport. Alors, je crois que là, c'était le hockey sur gazon. Je leur fais faire le sport. Je leur fais faire de la visualisation sur une session. Alors, pour vous dire ça, cette année, moi, c'est un élément que j'ai envie de faire à mes gars. Alors, mes gars, c'est des combattants, donc leur faire 2 heures de visualisation, ça va les saouler. Hein. Mais je vais prendre 5 minutes tous les jours à la fin. À la place, je vais retirer un combat ou je vais retirer un peu de je sais pas, de technique ou autre pour faire 5 minutes. Et je vais tester là sur 1 an, tous les jours, 5 minutes sur de la visualisation. Comme ça, on aura l'année prochaine, je fais 6 courses par semaine, donc on aura un paquet de retours. De faire juste 5 minutes de visualisation pour voir ce que ça peut donner en termes de progression de mes gars. Je vais leur expliquer en début d'année. Comme ça, on aura sur un groupe entre 40 et 50 personnes un retour, je pense, qui pourra être intéressant et qu'on pourra s'amuser à noter. Bref, tout ça pour dire que elle, ce qu'elle fait en plus que la visualisation de ses athlètes, que ses athlètes font, c'est elle-même être en communication subjective. Et c'est là où je trouve qu'il y a vraiment des choses où il faut qu'on cogite, qu'on voit. Bien sûr, on connaît la communication suggestive, on a bien compris comment ça peut fonctionner, mais elle le fait donc à la fin de chaque entraînement, le soir avant les compétitions et le matin avant les compétitions, où elle est que dans des notions où elle envoie des images positives, des images de progression à ses gars, et elle dit, je prends mes athlètes et je les vois en train de réussir. Chose que je me dis, bon, quand on a une petite équipe, hein, quand on a une grande, c'est différent, mais est-ce qu'il n'y aurait pas un impact sur chaque élève, passer 1 minute et de dire, OK, je le vois lui devenir meilleur là-dessus parce qu'il ne l'était pas avant, et visualiser la réussite, ce qu'on attend, ce que la personne, on estime qu'il a comme potentiel. Je trouve que ça, c'est quelque chose qui peut être intéressant pour un parent, pour bien sûr, des professeurs, des éducateurs. Alors après, ça demande un peu de temps, hein, on est bien d'accord, et que tout le monde n'a pas le temps de le faire. Mais cette notion-là, la communication subjective individualisée, ce qui n'empêche pas qu'eux ont à faire leur méditation, leur visualisation et leur sport ou leur étude, etc. etc. Je trouve qu'il y a quelque chose d'hyper intéressant parce qu'on a l'habitude d'avoir une communication subjective pour régler des problèmes, pour qu'il y ait du win-win, etc. Mais on a rarement une communication subjective, juste un petit peu, et là je reviens dans le mot de tout à l'heure, de coaching, comme si on était en train de dire non mais tu vas y arriver, t'inquiète pas, c'est bon, là tu n'as pas réussi à recevoir la passe, mais je te vois en train de le réussir, tu vas réussir, allez, demain tu y arriveras, ou demain pendant le match tu vas au moins réussir 2-3 fois et tu seras fier de toi. Tu vois, je trouve que c'est intéressant ça, comme notion, parce que c'est... Ouais, je trouve que c'est un mix de pas mal d'éléments. Qu'est-ce que tu en penses de cette communication subjective hyper adaptée en mode coach subjectif? Parce que bien sûr, à ce moment-là, je ne suis pas un coach objectif. Qu'est-ce que tu en penses? Non, je trouve que c'est génial parce que c'est vrai que les premières approches, c'est l'autre a un problème, on essaie de les trouver une façon de résoudre le problème, mais quand on joue un match, il y a plein de difficultés qu'on veut surmonter. Donc, il faut justement... parce que quand on fait coaching mental en termes de communication subjective, c'est pas que les mots qu'on transfère, c'est toutes les intentions, c'est l'énergie, c'est la motivation, c'est l'inspiration, c'est l'encouragement. Et oui, là, je trouve que c'est vraiment génial. Et il y a plein... donc, moi, je ne connais pas tellement de coachs qui utilisent pour leurs équipes, mais les professeurs, par contre, les enseignants, quand ils ont une classe qui a des difficultés, qui ont du mal à se concentrer, qui ont des distractions, etc.,
ils m'ont dit justement que depuis qu'ils commencent à faire la communication subjective avec la classe, pour les dire, mais vous êtes intelligent, vous avez les ressources et vous avez le courage et moi, je suis là pour vous aider. Ils voient une nette amélioration. Tu avais vu là, alors je sais plus, j'avais lu tellement d'études, mais je sais plus si celle-ci a été validée ou pas, mais je crois que l'expérience était laquelle? C'était mettre des enfants qui n'étaient pas considérés comme particulièrement brillants Oui. avec des profs qui n'arrêtaient pas de dire non, mais vous êtes incroyable, non, mais vous vous rendez pas compte, etc. Et l'autre classe qui a plutôt des gens brillants, ne pas les valoriser. En fait, ils les dévalorisent pas, mais bon, voilà, vous êtes normaux. Oui, c'est normal que vous ayez de bonnes notes. Je crois que l'élément sur la fin d'année, c'est que les gamins qui ont été jamais sous-considérés, jamais, et dès que le gamin disait non, mais je suis nul et tout, mais non, pas du tout et tout, tu vas y arriver, mais je sais plus comment c'était structuré exactement. Et il y a eu un vrai retour hyper positif avec des notes, avec une confiance dans les gamins. Les gamins ont pris une confiance en eux. Alors qu'à la base, et je crois qu'il y a eu un examen, je ne sais plus si c'était ça, mais je crois qu'il y a eu un examen où ils ont eu des notes meilleures que la classe dite. Absolument, oui. C'était le San Francisco Bay Experiment. Et effectivement, c'était dans une école où, en fait, même les profs étaient dit, vous avez les meilleures classes, on vous a donné les meilleurs élèves et les profs croyaient vraiment que ces étudiants avaient un meilleur intellect, une meilleure capacité, etc. Et en fait, ce n'était pas vrai, c'était totalement at random, comment dire. Au hasard, ouais. Et voilà. Et puis, quand à la fin de l'année, en fait, ils ont révélé aux profs qu'en fait, c'était choisi vraiment pas au hasard, c'était un groupe normal. Ils ont dit, mais regarde le résultat, ils ont eu, je crois, 20% plus haut que tous les autres cours. Ah, donc ça doit être parce que nous sommes les meilleurs profs. Et puis, on a dû admettre, mais non, en fait, on vous a aussi choisi au hasard. Bien qu'on vous a dit, on a choisi les meilleurs élèves et les meilleurs profs pour voir. Donc, c'était tous dans leur croyance. Ouais, et tu vois, je trouve qu'on revient un petit peu à cette espèce d'idée de communication. Dans le passé, je citais beaucoup cette expérience parce que ça montre justement l'importance de croire qu'on est capable et de ne pas se dévaloriser. Ouais, et ben moi, tu vois, je le vois aussi en termes de communication subjective. C'est-à-dire qu'indirectement, à partir du moment où tu te dis, ah ben ouais, non, mais bon, là, il a fait des erreurs, mais bon, je suis le meilleur des profs, ou c'est quand même un bon élève, c'est peut-être je lui ai pas encore dit la bonne truc pour qu'il ait bien compris le truc, je pense que tu modifies complètement des aspects, comme tu dis, pas que verbaux, paraverbal, des sourires, des attentions, des réflexions, des éléments constructifs, etc. Et ça, je trouve que c'est intéressant. Donc, en fait, ce que j'aimerais bien là au moins le prochain podcast, c'est qu'on commence un petit peu à cogiter un peu sur ça, à parler. En fait, on va prendre des exemples, on va réfléchir là-dessus, sur ça, sur comment on pourrait utiliser au mieux la communication subjective pour permettre à des éducateurs, quels qu'ils soient, de faire progresser les nouvelles générations, les faire avancer le mieux possible sur différents plans. Alors après, on pourra cogiter physiquement, émotionnellement, intellectuellement, spirituellement. Je ne sais pas, on va voir comment on va découper ça. Avec cette com subjective. Et dès lors, ça va nous permettre de réfléchir peut-être encore plus précisément cette communication subjective. Qu'est-ce qu'on y met dedans? Comment? Pourquoi? Je rappelle un de mémoire, Ed et José ont écrit un bouquin qui est rouge, qui s'appelle La communication subjective, qui est un tout petit bouquin. Vous le trouvez, je crois, sur Amazon. Moi, je l'avais acheté en Kindle. Je le relirai aussi, histoire d'en reparler un petit peu. Mais ce qui m'intéresse, là, c'est plus nous mettre en tant qu'éducateur, / pédagogue, professeur, ce que tu veux, pour voir comment on peut exploiter au mieux déjà la communication subjective. Après, on va aller sur les autres outils, mais je pense vraiment qu'il y a quelque chose de chouette pour les parents Silva, pour les professeurs Silva, pour les coachs Silva, etc., pour faire progresser les nouvelles générations et ce qui est un des objectifs globaux de la méthode, de se dire il faut qu'il y ait un maximum de personnes qui vivent bien et se sentent bien. Voilà. Est-ce que tu as quelque chose à dire pour terminer? Non, juste que je vais vraiment me sentir bien en parlant d'éducation parce qu'effectivement, c'était mon job en Australie. J'étais formée pour être enseignante dans un lycée et après, j'ai travaillé moi-même pour former d'autres. Mais je me rends compte, en fait,
que j'ai passé énormément des erreurs. Et c'était uniquement beaucoup plus tard que j'ai compris vraiment avec Sylvain et d'autres études ce que c'est la vraie méthode d'apprentissage. Je trouve que mon rôle aujourd'hui, c'est justement d'aider les gens à comprendre que c'est justement, c'est pas comme c'était des siècles, c'est pas une question de discipline et obligation. Donc, moi j'ai vraiment hâte à travailler ça avec toi, ça serait chouette. Ouais, ça va être super. Donc, on va faire ça à partir de la semaine prochaine. Donc, d'ici samedi, vous ne verrez pas cette vidéo, mais nous, on commence samedi, dimanche, lundi, mardi, le séminaire de base avec Lee à Paris. Donc, on vous dit rien, vu que vous verrez la vidéo a posteriori, donc ça n'a pas forcément d'intérêt. On vous fera un petit débrief de tout ça la semaine prochaine. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter, non? Non, c'est bon. C'est bon. OK. Et donc, si vous avez des questions et des remarques, vous les partagez sur Facebook, YouTube. On y répondra le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce qu'on propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous tester, observer, analyser et conclure. Be one. Ciao, ciao.